t'écoute. Bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Narcisse Prat, qui a fait une petite Narcisse Prat, qui a fait une petite visite à l'Index et qui a accepté, on va dire, sur le vif, ce MPCM. Alors la première question, la seule qu'il connaît, c'est quels sont les 3 livres, les 3 œuvres qu'il conseille à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Bon, je dirais d'abord que c'est Émile Zola. Je me trouvais à cette époque-là en Suisse allemande, à Langenthal, j'avais 17 ans. Je sortais de chez les curés, de chez les missionnaires des pères de Saint-François de Sales. J'avais vraiment besoin d'une cure générale. Si bien que, pas en tant que curé, non, mais une cure de ce que j'avais vécu chez les pères missionnaires de Saint-François. Et parmi Zola, quel livre Alors, les villes, Rome, Paris, Lourdes, voilà, les 3 villes de la... Les livres de Zola. Des livres de Zola, c'est ça, les 3 livres. Rome, Paris et Lourdes, voilà. Et ce sont des livres qui m'ont ouvert les yeux sur la religion catholique essentiellement, c'est ça. Okay. Deuxième livre. Le deuxième livre, eh bien, c'était tout de suite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je me trouvais au Tessin et j'enseignais les langues aux jeunes Tessinois là-bas. Et je suis tombé sur un des livres de Curzio Malaparte, qui est un journaliste écrivain italien. Le livre s'intitulait « La peau ». Et le livre en question traitait essentiellement de l'arrivée des soldats américains sur le territoire italien et de l'énorme vague de prostitution, où tous les vices se sont étalés en peu de temps, en quelques pages, sur toute l'Italie du Sud. Voilà. Et le troisième livre? Le troisième livre, bien, c'était longtemps plus tard, à l'époque où j'éditais mon hebdomadaire satirique La Pilule. J'avais un ami m'avait fait connaître le dictionnaire anarchiste de Sébastien Faure. C'est-à-dire, cet ami-là s'est allé ainsi. Je venais de lancer mon hebdomadaire La Pilule, je n'avais pas le premier sou pour ça. Et au premier numéro, voilà mon téléphone qui sonne vers les 10 h du matin, La Pilule était déjà dans les kiosques, téléphone qui sonne, un monsieur, à une voix d'homme qui me dit « Mais c'est formidable ce que tu écris là, mais tu es un pur anarchiste toi !» Oh, c'est comme ça que j'ai compris que j'étais un anarchiste. Voilà. Alors justement, quand j'ai le plaisir de recevoir en face de moi Narcisse Prat, il y a une question qui vient, finalement peut-être la principale. Pour Narcisse Prat, c'est quoi l'anarchie? Voilà. L'anarchisme, c'est tout sauf ce que j'ai lu dans le dictionnaire anarchiste de Sébastien Faure. C'est une théorie inapplicable, absolument inapplicable administrativement parlant. Parce que les théories de Sébastien Faure sont tellement belles que l'humanité telle qu'elle est, telle que je la vis aujourd'hui, tous les jours à la télévision, l'humanité en est indigne. Il est impossible d'appliquer des règles aussi pures que celles-là. Personne au-dessus de moi, personne au-dessous de moi. Ça, c'est la définition de l'anarchie. Voilà, c'est ma définition personnelle. Si bien que... Parce qu'il y a dans beaucoup de tes écrits, il y a cette formule finale, ni Dieu ni maître. Ni Dieu ni maître, c'est ça. Voilà. Dans ma jeunesse, j'ai été très attiré par le socialisme et le communisme. C'est-à-dire que en 1947 ou 48, je crois, oui, 47, j'avais lancé avec 3 copains, j'avais lancé
des jeunesses socialistes. Hein. Ça n'a pas duré très longtemps, parce que chacun est parti de son côté, puis je ne sais pas ce qu'il en est advenu. Ensuite, ayant bien examiné ce qui s'était passé en URSS, avec le communisme qui m'avait beaucoup tenté, eh bien, j'ai conclu que finalement, le communisme, ce n'était vraiment pas ce que je souhaitais, parce qu'aussitôt qu'on instaure une hiérarchie dans l'administration, celui qui grimpe à l'échelle des promotions appuie de son pied sur la tête de celui qui est en bas pour se hisser lui-même à l'échelon supérieur. Voilà. Donc pour moi, le communisme c'était fini, c'était exclu. Depuis quelques émissions, j'ai pris l'habitude de citer un mot du dictionnaire du diable de Ambrose Bierce. Et puis là, je vais donner une définition qui est en réalité, dans le cas particulier, pas celle de l'auteur, parce qu'il reprend des définitions de quelques-uns. Là, c'est un gars qui s'appelle Gat Huckel, mais je ne connais pas. Mais le mot, naturellement, je l'ai choisi parce que j'ai Narcisse Prat en face de moi, et quelqu'un d'autre ne l'aurait pas choisi. C'est excommunication. Alors, je te demanderai, après m'avoir écouté attentivement, quelle est ta réaction sur cette définition. Donc, excommunication, voilà un mot, excommunication, bien souvent entendu dans les discours d'église, qui signifie l'éternelle damnation de quelques pécheurs aux opinions impies. Ce rituel autorise Satan à le prendre et interdit au Christ de vouloir le sauver. Ça dit quoi dans l'esprit mécréant de Narcisse Prat? Je dis bon débarras. Voilà ce que je dis. Se débarrasser de ça. J'ai mis des années à me débarrasser de ça, à me débarrasser de tout ce qu'on avait mis dans ma tête. Déjà, dans ma famille, on n'était pas du tout une famille pratiquante, catholique pratiquante. Ma mère avait subi l'influence qui régnait, elle était née à Vaisonne. Et c'était ces trois villages-là de la vallée de Ninde, Vaisonne, Clèves-Véret, dépendaient de la paroisse de Vaisonne. Et il y régnait une ambiance très particulière, c'est-à-dire que était une personne fréquentable, celle qui se montrait souvent et fidèlement à l'Église, et dans les bonnes circonstances. Voilà, c'était ça. Si bien qu'elle avait subi cette influence-là, ma mère était pratiquante traditionnelle, disons. Hein. Mon père, pas du tout. Mon père était un socialiste. Ça d'ailleurs, il a fait partie des 5 ou 6 premiers socialistes de la commune de Ninde. Donc, mon père, pas du tout. Si bien qu'à un moment donné, quand j'ai eu, à l'âge de 10 ans, hein, alors que je venais de passer 2 étés comme petit berger dans les alpages, voilà que tout à coup, on vient lui dire que je pourrais faire un bon missionnaire. Hein. C'était le recruteur des pères salésiens qui est venu. Et puis mon père avait eu un malheur au service militaire. Il avait fait un AVC et nous avions perdu le procès contre l'assurance militaire, si bien que il faut appeler les choses par leur nom. Je ne fais pas de paupérisme, mais c'est comme ça. Nous étions dans la pauvreté, c'est sûr. Ma mère travaillait à la mine de charbon de Chandeline. C'était elle qui gagnait la survie de la famille. Hein. Et on est venu lui dire, ça vous ferait une bouche de moins de mourir. C'est bien que me voilà embarqué avec une prétendue vocation sacerdotale précoce. Je me demande bien où ils sont allés chercher ça. Mais enfin, voilà.
Si bien que me voilà embarqué pour 6 ans au séminaire. Est-ce que c'est de cette vocation sacerdotale, terme ironique utilisé dans ta bouche, est-ce que c'est de là que vient ce que les gens autour de moi, puisque l'index a donné libre cours à tes articles, disent Narcisse Prat, on le comprend, mais il exagère. Oui, comment dire que pour toi, tu n'as jamais exagéré? Non, non seulement je n'ai pas exagéré, j'estime ne pas exagérer dans mes propos, mais je pense que je ne vais pas assez loin. Parce que mon propos, ce serait de parvenir à désinhiber l'humanité entière du fait religieux, qui est une pure absurdité. Là, il y a certains articles, parce que je n'ai pas tout publié, Narcisse Prat, mais beaucoup, il y a certains articles où tu t'indignes totalement aujourd'hui, naturellement, de ce qui se passe à Gaza et en terre d'Israël. Mais c'est l'illustration même des guerres de religion. Hein. C'est une guerre entre le judaïsme et l'islam, c'est évident. Et quand tu arrives à ton âge avancé, on peut dire, hein, tu es du 5 septembre 1929, donc tu as quelques années derrière toi, oui. Et puis que tu vois ces temps de l'Église qui a ces problèmes absolument infinis avec les prêtres abuseurs, on va les appeler comme ça, qui ont fait la une des journaux, la une du téléjournal, etc., dans tous les pays, on va dire. Comment il a reçu ses premières impressions, Narcisse Prat, qui a été en quelque sorte le premier contempteur de ces pratiques? Alors voilà. Les gens ne sont absolument pas conscients de ce qui se passe dans les séminaires. C'est au séminaire que les futurs prêtres deviennent pédophiles. C'est là que ça commence. Et ça, je l'ai écrit et je le redis. C'est-à-dire que l'ambiance est telle que dès les premiers jours de mon entrée dans ce milieu-là, je me souviens d'une rédaction qu'on nous avait donné à faire. Hein. C'était « Maman » ou « Ma mère ». Voilà, le titre, c'était ça. Et il fallait parler de sa mère. Chacun, nous étions... C'était à l'époque où je commençais d'apprendre le latin, le grec. Voilà. Et j'ai fait ma rédaction, hein, en disant ce que je pensais de ma mère, que je disais que je la trouvais très courageuse parce que c'est elle qui assumait, en l'absence de mon père qui était invalide, provisoirement invalide, qui assumait la survie de la famille. J'ai fait l'éloge de ma mère comme ça. Je me le suis fait reprocher. J'ai compris ce jour-là la haine de l'Église catholique contre la femme. C'est ça. Si bien que, au nom de finalement, j'ai compris par la suite, dans les années qui ont suivi, j'ai compris que finalement, ces futurs missionnaires qui avaient eux-mêmes déjà subi l'influence de prêtres déjà en soutanés, hein, finalement, on nous enseignait, c'était sous-entendu que commettre un péché de chair avec une femme, c'était mortel. Mais les attouchements entre séminaires et prêtres, ce n'était finalement qu'un péché véniel. Voilà. Indépendamment de la problème de la croyance, peut-être on reviendra là-dessus, mais indépendamment de ça, est-ce que tu ne penses pas que le pape actuel, Église, structure sociale, il est de bonne foi lorsqu'il essaye d'évacuer ce problème des séminaires? Je ne parle pas maintenant des croyances, puisque j'ai affaire à quelqu'un qui ne croit pas, mais je parle vraiment en tant que structure sociale, comme une institution, on va dire. Est-ce que celui qui est à la tête de cette institution-là, il n'a pas fait preuve
d'un certain, on va dire, courage. Par exemple, je prends un exemple sur la libération des archives en Suisse. Ce genre sur les condamnations, maintenant on a appris qu'il y a un prêtre qui avait été, valaisan, qui avait été exclu de l'Église. Est-ce que tu reconnais quelque chose de vrai dans la route que le pape François suit, indépendamment des problèmes de croyance? Absolument, absolument pas. Pourquoi? Absolument pas. Ce pape-ci, c'est l'incarnation de l'hypocrisie. Hein. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit n'a qu'un seul but: récupérer, récupérer, récupérer. Hein. Tout est fait pour amener les gens à avoir une bonne opinion. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire ça alors de toutes les institutions qui essayent? On a des institutions de presse, on a l'école, on a d'autres structures externes, les banques, des établissements, etc. Tout le monde a été confronté à ça, l'Église aussi. Donc, est-ce que tout le monde, est-ce que cette critique-là, tu la diriges vers tout le monde alors? Non, pas du tout. Non, pas du tout, surtout pas contre l'école, J'estime que l'école, au contraire, comme cela se fait en France, j'ai vécu assez longtemps, j'ai vécu une quinzaine d'années en France, c'est mes meilleures années de ce point de vue-là, parce que j'étais dans la France laïque, avec une école laïque, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire conciliante vis-à-vis des croyances, mais absolument ferme dans le domaine de laïcité. Oui, dans le domaine de la laïcité, c'est-à-dire l'État. Alors là, j'aurais dû citer Victor Hugo parmi les livres dont tu m'as parlé tout à l'heure. Lequel de Victor Hugo? L'ensemble des écrits de Victor Hugo à l'époque où il était en politique, hein, où il avait dit « Je veux l'État chez lui et l'Église chez elle ». Voilà, c'est ça. Et moi, c'est cette France-là que j'ai aimée, cette France laïque-là. Est-ce que tu serais d'accord avec cette affirmation de dire que l'Église, les croyances appartiennent à la sphère intime et l'État, c'est la sphère publique? Elles doivent être totalement séparées. L'État ne doit pas intervenir dans les croyances et les croyances ne doivent pas intervenir dans l'État. En disant ça, tu es plus proche des États-Unis que de l'Union soviétique ou de l'Arabie saoudite? Les États-Unis, non, les États-Unis, non, surtout pas les États-Unis. Les États-Unis ils se font élire, au nom de Dieu. Hein. Oui, au nom de Dieu. J'ai entendu un président des États-Unis dans sa campagne parler de son rival, dire il ne croit même pas en Dieu. C'était Nixon Donc c'est vrai que les États-Unis, il faut croire en Dieu, même s'il y a une multitude d'églises. Celui qu'on n'accepte pas, en quelque sorte, c'est le laïc. Mais ils font exactement la même chose que le pape, de la récupération. Voilà. Alors, comment tu es devenu écrivain? Bonne question. J'aurais jamais dû devenir écrivain. Parce que je pense que je ne le méritais pas. Pour moi, être un écrivain, celui dont les œuvres traversent pas seulement les siècles, mais les millénaires. Hein. J'appelle écrivain Homère. Hein. Voilà. Probablement pour Victor Hugo. Alors, comment tu es devenu auteur? Le Sermon. Comment tu es devenu ami des mots et puis ce besoin d'écrire qui est encore le tien aujourd'hui? Par ennui. Par ennui.
Je vivais à cette époque-là à Tramelan, dans le Jura bernois, qui est un patelin pas possible parce que ici, il y a 5000 habitants. Dans les 5000 habitants, il y a 17 sectes protestantes, plus l'Église catholique, plus les vieux catholiques, plus les juifs, etc. Donc, un village où tout le monde se déteste, hein, au nom du même Dieu. C'était quelle époque ça? 1951, à partir de 1951, voilà. Si bien que je m'ennuyais à mourir dans ce village. Un jour, je vois dans les journaux un concours littéraire ouvert par la loge suisse Alpina, hein, les francs-maçons. Un concours qui donnait dans les grandes lignes le point de vue des francs-maçons sur bien des sujets, et il y avait 3 prix, un prix de 3 000, 2 000 et 1 000 francs pour le meilleur scénario, pas le meilleur scénario, le meilleur texte, roman ou nouvelle qui s'adapterait au cinéma. Donc c'était le sujet. Oh, je m'ennuyais, je me suis mis à écrire une nouvelle, hein, qui est devenue ensuite un roman. Je l'ai envoyé, j'ai gagné le 2e prix. Hein. Voilà. Et là-dessus, les choses se sont enchaînées, c'est-à-dire que les organisateurs, là derrière, il y avait une société de cinéma qui s'appelait la Gamma Film, qui avait probablement avancé les fonds, je ne sais pas exactement comment ça s'était passé, si bien que mon texte a été choisi, et j'ai cru que j'étais devenu un écrivain quand tout à coup le roman a été publié dans un journal jurassien local, hein, et quand j'ai appris que cette société de cinéma m'écrivait pour me demander si mon texte était libre pour une adaptation cinématographique. Tu parles s'il était libre, bien sûr qu'il était libre. Voilà. Et j'ai signé, et voilà. Et c'est comme ça que je suis entré. Et j'ai commis l'erreur à ce moment-là de me croire un écrivain. Je ne suis pas Homère. Aujourd'hui, celui qui voudrait lire un livre de Narcisse Prat, qui n'aurait rien lu, lequel tu conseillerais d'acquérir pour dire voilà, j'ai écrit certaines choses assez intéressantes ou importantes pour moi, et puis si vous voulez me découvrir, choisissez ce livre. Je dirais que c'était Garogori qui a été édité par les éditions Libertaires en France, dans lequel je raconte précisément ma trajectoire à travers les 6 années de séminaire. Voilà, c'est ça. Donc, il est encore trouvable? Garogori, édition Libertaire en France. Voilà, il est encore disponible? Je pense que oui. Et alors, ce gorille, c'était qui ce gorille? Garogori, c'était la chanson de Georges Brassens. La fameuse, bien sûr. La fameuse, c'était ça. Garogori. Mais Garogori, c'était les gorilles qui ont abusé de ma personne. C'était ça. Est-ce que c'est l'événement qui a fait que tu es devenu Narcisse Prat? Est-ce que c'est celui qui est tellement inscrit en toi que tu ne l'as jamais oublié et qui t'a en quelque sorte formé et qui fait qu'aujourd'hui tu as les propos que je ne sais pas s'il m'a formé ou s'il m'a on a compris ou s'il m'a déformé, hein, mais c'est vrai, c'est mon traumatisme. Voilà. Et d'avoir pas pu passer là-dessus, parce que quand on te lit aujourd'hui à 95 ans, on sait que c'est très profondément ancré en toi et que c'est quelque chose que tu veux transmettre. C'est pas que tu gardes, par certains ils ont dépassé ça, ils l'ont oublié dans le sens après un travail thérapeutique ou autre. Toi, tu t'inscris dans une autre trajectoire. Non,
je n'ai pas suivi le filon de ceux qui ont réclamé de l'argent en compensation, etc. Je trouve ça absolument absurde. Non, je me suis forgé moi-même, c'est tout. Hein, je me suis forgé moi-même et je pense que j'ai écrit un deuxième livre sur le même sujet qui s'intitule Luxure et châtiment, qui a été édité chez Slatkin. Celui-là, il est toujours disponible, j'en suis sûr. Voilà, toujours sur le même sujet. Non, ça m'a marqué tellement, très profondément, parce que ce ne sont même pas les abus eux-mêmes, mais c'est le fait de m'avoir volé tout ce temps. Tout ce temps qu'on m'a volé à réciter des Je vous salue Marie, nom de Dieu, et des Notre Père qui êtes aux cieux, à n'en plus finir, mais des millions de textes abrutissants. Hein. Je ne comprends pas comment j'ai pu me plier à ça. J'avais entre 10 et 16 ans. Hein. Je leur en veux de ça. Et alors, on va sauter les années, les époques, etc. Et j'en viens à la pilule. J'aurais dû connaître la pilule, mais franchement, je l'ai connue très tardivement. Alors, qu'est-ce que c'est la pilule? Qu'est-ce que ça a été dans les années, début des années 70 à peu près, je crois? Ça manque gravement dans... Alors, qu'est-ce que c'est la pilule? La pilule, c'est... Expliquez à mes filles qui ont 20 ans aujourd'hui ce qu'était la pilule dans les années 70. Bon, d'abord, on venait de découvrir la pilule contraceptive, n'est-ce pas? Voilà. C'est l'origine du nom? Non, la pilule, pour moi, c'était la pilule. La pilule, on dort la pilule à dorer et la pilule à avaler. C'était ça. Il n'y avait pas de connotation féministe. Absolument pas. Non. Alors, la pilule, d'abord, dès le premier numéro... Moi, j'ai envie de dire, avant le premier numéro, qu'est-ce qui a poussé au premier numéro? Alors voilà. Je venais de rentrer de Paris avec ma famille. J'avais passé 5 ans à Paris. J'avais tout plaqué en 1940, en 1956, 57, 59, 60, 1900. J'avais passé 5 ans à Paris. Auparavant, je venais de passer 5 années à gagner de l'argent. Parce que après le moment où la société Gamma Film avait acheté les droits d'adaptation de mon premier roman, qui s'appelait L'intrus, la Gamma Film venait de produire un film qui s'intitulait Lola Montez. Et le Lola Montez en question était parti avec un devis à 4 millions de francs suisses et avait abouti à 16 millions. Si bien que la Gamma Film n'a pas fait faillite, ça ne se faisait pas, mais la Gamma Film a dû fermer porte. Et il m'avait engagé pendant 1 année et demie pour travailler le scénario mon scénario, de mon roman. Hein. Si bien que tout est tombé à l'eau. Je suis parti de là avec ce sentiment d'avoir subi cette condition d'être dépendant d'un patron, d'un employeur qui me jetait tout à coup à la rue. Je suis parti de là avec la détermination de gagner de l'argent moi-même, hein, ne plus jamais dépendre d'un patron. Je me suis lancé dans des affaires d'horlogerie, hein, j'ai gagné de l'argent en 5 ans. J'ai fait de la contrebande. Hein.
j'ai fait de la comptabilité, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour gagner de l'argent. Si bien que, et j'en ai gagné, si bien que, et pendant ce temps j'écrivais, j'ai continué d'écrire, j'ai écrit 3 romans, qui ont été publiés en Suisse romande, ouais, et j'écrivais des pièces de théâtre, et je les envoyais bêtement comme ça à Paris ou à des théâtres comme ça en me disant peut-être qu'il y en aura qui s'en emparera. Si bien qu'un soir je reçois un téléphone d'un théâtre, d'une directrice du théâtre à Paris, qui me dit est-ce que votre comédie intitulée je ne sais plus maintenant, je ne sais plus le titre maintenant. Elle est libre, évidemment qu'elle était libre. Ça nous intéresse. Hein? Du coup, je monte à Paris pour en prendre connaissance, et on signe un contrat avec madame la directrice du théâtre en Montmartre. Mais ça m'est monté à la tête, hein? Moi à Montmartre, hein? Avec tout ce que ça représentait à cette époque-là. Et là-dessus, j'ai écrit un nouveau roman qui s'intitule Les Renégats. Et il se trouve que je ne sais trop comment il est arrivé entre les mains d'un réalisateur très connu, Jacques Doniol-Valcroze, à cette époque-là, qui était un des fondateurs du journal La Guilde du cinéma. Et Jacques Doniol-Valcroze me dit que ça l'intéresse. Moi, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? J'ai une pièce de théâtre qui va être jouée à Paris, un roman qui intéresse un réalisateur très connu à cette époque-là. Hein. Je vends ma maison que j'avais gagnée pendant ces 5 ans de prostitution horlogère. Hein. Je vends ça, je prends ma famille et je pars à Paris. Voilà, comme ça. Ça a été un désastre. Alors, si bien que c'était un désastre, je suis tombé sur... Je ne voulais pas offrir ma maison à ma famille, une maison qui soit moins belle que celle que je leur avais offerte sur les hauteurs des villas à Vienne. Hein? Si bien que je vends ma maison et je me mets à la recherche d'une autre maison dans les environs de Paris. Hein? Et je suis tombé sur l'escroc. Il ne manquait plus que ça. Je suis tombé sur l'escroc qui a encaissé mon argent, qui a acheté un yacht avec mon argent, qui est parti à Tahiti. Voilà, c'est ça. Et je suis rentré à Genève complètement fauché. Hein. J'étais parti, je pesais 500 000 francs suisses, je suis revenu avec 5 000 francs français que j'ai camouflé dans mes chaussettes, parce que de ce temps-là, l'exportation des capitaux était interdite en France sous Pompidou, n'est-ce pas? Voilà. Si bien que j'arrive en Suisse avec mon idée de lancer, là-bas j'avais été naturellement lecteur du Canard enchaîné. Je m'étais dit, je vais lancer, on ne devient pas un deuxième Canard enchaîné en Suisse. Le Canard enchaîné est une institution. Hein. On ne se jette jamais derrière un canard enchaîné. Si bien que... Mais mon idée était ça. Il y avait en Suisse à cette époque-là un journal satirique qui s'appelait La Pomme. Alors, elle était éditée à Yverdon. C'était un certain Rolf Kesselring qui était le rédacteur de la Pomme. Je leur envoie quelques articles, ils me les publient. De quoi traiter mes articles, je ne sais plus. Antimilitariste, j'étais antimilitariste, anticapitaliste, anti-religieux, c'était déjà pas mal. Hein, anti-nationaliste, c'est ça. Hein. Mes thèmes de prédilection étaient déjà ceux-là. Si bien que... et puis voilà, au dernier article que je leur envoie,
mon copain Rolf Kesselring me dit gentiment, écoute, Narcisse, ça va pas ton truc. C'est trop sérieux ce que tu écris. Nous, ce qu'on aime, on aime rigoler. Et effectivement, il publiait des dessins satiriques très, comment dire, très agressifs. Voilà, c'est ça, très rigolo. Si bien que je suis rentré chez moi vexé, j'étais revenu à Genève, dans les environs de Genève, vexé, en me disant, bah, puisque c'est comme ça, avant, en quittant la Gramophone, j'ai dit plus jamais de patron chez moi. Maintenant, j'écris un article à un journal qui me le refuse. Je veux écrire mon propre journal. Puis alors, combien de temps il a duré ce journal? 5 ans. 5 ans. Et qu'est-ce que tu retiens de ces 5 années enfin, c'est une aventure que de tirer... Horrible. Financièrement, un cauchemar. D'accord. Un cauchemar financier. Mais je me suis fait des amis. Je me suis fait essentiellement des amis. Alors, ah oui. Et j'ai commis aussi une autre entreprise, là, vraiment, simultanément à la pilule. Dès le premier ou le deuxième numéro de la pilule, j'ai lancé une initiative populaire démagogique, plus démagogique tu meurs, dont le thème était de piquer le 25% du budget militaire de la Suisse pour le donner à la recherche sur le cancer. Alors, et je lance ça simultanément. Naturellement, j'ai eu tous les objecteurs de conscience qui d'office y ont adhéré et qui s'en sont occupés très activement sur toute la Suisse romande. C'est bien qu'on a commencé à récolter des signatures dans toutes les bonnes circonstances, les fêtes de Genève, de Lausanne, la fête des vendanges à Neuchâtel, le comptoir suisse de Lausanne, et ainsi de suite, partout. Ils étaient actifs partout. Et nous avons récolté jusqu'à 35 000 signatures. Et à cette époque-là, il fallait 50 000 signatures parce qu'il s'agissait, c'était 50 000 signatures indispensables. Mais, donc, déjà ça. Mais, alors, pour l'expérience de la pilule, évidemment que ça a été, il y a eu un bon moment pour la pilule où elle tournait presque financièrement. Hein. Ça a été le moment où, comme je venais d'égratigner le personnage qui s'appelait le chat, Sa Majesté le chat d'Iran, en le traitant d'assassin, preuves à l'appui, puisé tout bêtement dans les documents officiels de l'ONU et par les renseignements qui me venaient des étudiants iraniens exilés en Allemagne, etc. Quand on voit aujourd'hui le régime des mollahs, qui ne sont pas tes amis, et les conditions dans lesquelles on a écarté le Shah pour les motifs que tu dis, etc., est-ce qu'on n'est pas parti de mal en pis? Mais absolument. C'est-à-dire que donc, par exemple, au niveau de la femme, du temps du Shah, on va quand même dire que la femme iranienne était bien sûr, plus libre que celles qui aujourd'hui sont tuées ou maltraitées, etc., dans les prisons d'Iran. Donc le procès du Shah d'Iran, pour moi, a été bénéfique. Je dois dire que ce jour-là, au procès, la salle était comble, hein, parce qu'il y avait toute la gauche extrême de Genève qui soutenait, n'est-ce pas? Et puis, bon, alors j'ai eu une condamnation. J'ai été condamné à 500 francs d'amende pour outrage à chef d'État étranger. Voilà.
Mais Ah, quand tu te remémores ça, tu te remémores avec fierté ou en Non. disant, Non. disant j'ai fait une connerie? non, mais non, c'était bête, non, c'était absurde, quoi, c'était absurde. Non, aujourd'hui, disons... Mais à culpa aujourd'hui? Non, pas du tout, mais à culpa, non, ça fait partie du jeu. C'est un jeu alors? C'est un jeu, ça fait partie. La vie, c'est devenu un théâtre alors? Mais bien sûr, ça fait partie du jeu. Alors, c'est bien qu'au moment où, figure-toi que j'avais comme abonné à la pilule, vu que je combattais le Chadiran, avec le procès, j'avais comme abonné Khomeini à Nonfle-le-Château. C'était pas son nom, mais j'avais un abonné à Nonfle-le-Château. Or, l'ayatollah Khomeini était à cette époque-là à Nonfle-le-Château. Voilà, c'est ça. Le jour où il y a eu la chute du Shah d'Iran, naturellement à Genève, ils ont organisé, toute la gauche a organisé une manif, ils m'ont naturellement invité. Je m'y suis présenté et j'ai compris que pour moi, la foule, ça ne me convenait pas. J'ai suivi sur le trottoir à côté, j'ai longé le cortège, mais je ne m'y suis pas mêlé. Et puis, toi, tu as suivi aussi, on va dire, tout ce combat féministe, puisque au début des années 70, la femme suisse ne pouvait même pas voter, etc. Comment tu vois ce mouvement, donc depuis ces années-là, jusqu'à aujourd'hui, jusque peut-être à certains excès, et puis avec le wokisme. J'ai beaucoup Tu as participé à tout ça, hein, tu étais actif là-dedans, etc. Comment tu vois avec le recul? Non, pas complètement, parce que, par exemple, pour ce qui est du droit de vote. Alors, le droit de vote, pour moi, ça ne me dit strictement rien. Moi, je parle juste de l'évolution de la femme dans notre société. À certaines années, ils n'avaient même pas le droit d'avoir des comptes bancaires. Oui. Par exemple, là, on est dans le champ de la liberté, qui est quand même le tien, etc. Toute cette évolution-là, comment tu la ressens aujourd'hui? Je dois dire que je suis de la génération de ceux qui en ont bavé. Hein, parce qu'à un moment donné, vu les antécédents que nous avions, nous les hommes, hein, j'ai connu des femmes, qui se sont libérées grâce à moi, et qui me l'ont dit, et qui